bonjour et merci d'être venu cet après-midi pour ce débat sur la souveraineté nationale, quelles limites et quelles possibilités. Alors c'est un sujet vraiment d'actualité puisque toute cette semaine on a entendu parler, il y a eu la souveraineté pharmaceutique, la souveraineté énergétique, la souveraineté dans l'intelligence artificielle, la souveraineté dans l'industrie. Donc ce sujet est vraiment très très important et il montre bien le virage qu'on connaît actuellement depuis le Covid et avec la guerre en Ukraine où on passe d'une économie mondialisée à des blocs qui se reconstituent, un bloc américain, un bloc chinois et l'Europe. Et dans l'Europe, il y a la France, et la France qui a sa souveraineté propre, et grâce à la dissuasion notamment. Et pour vous en parler, il y a 3 personnes qui sont là, et ça tombe très bien parce que ça représente 3 aspects intéressants pour voir cette souveraineté, l'aspect politique, l'aspect gouvernemental, la politique publique, et l'aspect industriel. Donc je commence par Thomas Courbe, qui est à côté de moi, qui est directeur général des entreprises au ministère des Finances. Bonjour. Olivier Andriès, directeur général de Safran. Et Christian Cambon, sénateur Les Républicains, qui est président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, et surtout le rapporteur du projet de loi de programmation militaire. Et alors ce débat, il tombe à pic. Je crois qu'on n'aurait pas mieux pu trouver une meilleure date, puisqu'il y a quand même 3 événements qui sont arrivés. Je commence par ce matin, la visite d'Emmanuel Macron chez Safran, où effectivement il a parlé de carburant vert, certainement, mais il a aussi parlé de souveraineté avec la création d'une usine de fabrication de ce fameux carburant, ce SAF, près de Lac. Donc là, je pense que vous reviendrez sur cette visite. Il y a la loi de programmation militaire, puisque le Sénat, la commission du Sénat a adopté 171 amendements. Donc je pense que je ne parlerai peut-être pas des 171, mais peut-être de certains. Et malheureusement, le report du vol d'Ariane 5, qui aurait dû conclure cette journée. Donc voilà, pour revenir au débat, je vous propose de voir un peu, tout d'abord, chacune des 3 intervenants, les changements qui induits par ce renforcement de la souveraineté, ce besoin d'avoir plus de souveraineté. Ensuite, on va essayer de voir quelles sont les priorités, et puis de faire le point sur la coopération européenne dont tout le monde nous parle, mais qu'on ne voit pas ou peu. Et enfin, voir la manière dont la France peut renforcer sa souveraineté. Donc on va commencer, je pense, par la politique publique, voir un peu, vous, qu'est-ce que ça a changé depuis la guerre en Ukraine, depuis le Covid, qu'est-ce que ça a changé pour la politique économique ? Bonjour à tous. Cet objectif de souveraineté économique, c'est un tournant majeur dans cette politique économique. Vous l'avez illustré par quelques événements récents, mais c'est un mouvement beaucoup plus profond depuis un certain nombre d'années. On a d'abord un effort de souveraineté qui correspond sur le plan économique à produire en France et en Europe les éléments les plus critiques dont on a besoin. Alors c'était finalement une démarche qui était assez courante dans les secteurs de l'aéronautique, de l'espace, de la défense, mais qu'on étend d'abord à l'ensemble des secteurs critiques. Vous l'avez abordé, le premier secteur critique qui a été particulièrement bien illustré par le Covid, c'est la santé. Et mardi, le président de la République a annoncé la relocalisation de 8 médicaments en pénurie. Et ça vient à la suite depuis 2020, 128 projets de relocalisation. Donc c'est une démarche continue depuis plusieurs années de relocalisation des médicaments les plus critiques en France pour éviter les pénuries. Ça s'applique également au secteur de l'électronique, dont on a vu à quel point les pénuries handicapaient l'ensemble de l'économie. On avait des composants à quelques euros en pénurie qui entraînaient des arrêts d'usine pendant des semaines dans l'ensemble des secteurs. Et donc on a là aussi très récemment, il y a quelques semaines, signé avec GlobalFoundries et ST Microelectronics un accord qui va permettre de doubler la capacité de production de semi-conducteurs en France et donc de résorber une partie de ces risques de difficultés d'approvisionnement et de pénuries qui se sont matérialisées. On a également autres secteurs critiques bien identifiés, les matériaux critiques, et là ça intéresse directement bien sûr l'aéronautique, la défense, avec des initiatives là aussi que nous avons lancées très concrètes depuis 2020, notamment puisqu'il s'agit en général de métaux dans le recyclage, et on a sur les superalliages pour l'aéronautique, sur le titane déjà engagé, sur les aimants permanents, les terres rares,
engager un certain nombre de programmes qui vont permettre, par le recyclage, de réduire nos dépendances de l'ordre de 30%. Et donc, on a des résultats concrets de cette manière de renforcement de notre souveraineté économique par un renforcement, finalement, de notre autonomie stratégique sur les secteurs les plus critiques. On a la même démarche de souveraineté économique dans les nouveaux secteurs, d'abord dans les secteurs de la transition écologique, puisqu'on veut, pour cette transition écologique, là aussi, produire en France une partie de ce dont on aura besoin pour cette transition. Vous l'avez vu avec les batteries de véhicules électriques, par exemple, où en 2019, on était complètement dépendant de l'Asie. En 2027, on sera exportateur net de batteries de véhicules électriques. Et donc, on a une démarche en quelques années qui crée et installe complètement en France et en Europe une nouvelle chaîne de valeur pour un nouveau marché qui est celui du véhicule électrique. On fait la même chose dans l'hydrogène, dans les panneaux photovoltaïques. La loi Industrie verte qui a commencé les débats au Sénat va permettre, par exemple, de créer, à l'image de l'IRA américain, des crédits d'impôt pour les panneaux photovoltaïques, par exemple, qui sont aussi un sujet d'autonomie stratégique, finalement, pour réussir la transition. Et puis peut-être le dernier axe de cette autonomie qu'on oublie parfois, mais c'est dans le domaine du numérique, où on a, dans le domaine du numérique, un enjeu d'autonomie stratégique, de souveraineté numérique, qui est la combinaison d'un effort de régulation européen sans précédent depuis 2020 qui doit conduire à rétablir des conditions de marché plus équitables face notamment aux grands acteurs dominants américains, et puis ensuite un effort sans précédent sur le soutien à l'offre. Le président Avivatech a annoncé un plan important sur l'IA générative, les très grands modèles, pour que là aussi, une partie de ce marché qui s'annonce considérable puisse être fournie en partie par des acteurs européens. Et puis peut-être pour conclure, et en un mot, cette petite révolution de l'autonomie stratégique, de la souveraineté économique, on l'a vu aussi au niveau européen s'installer. Et pour n'en donner qu'un exemple, et c'est notable, et c'est pour l'Europe une révolution copernicienne, au sommet de Versailles en mars 2022, pendant la présidence française, les chefs d'État et de gouvernement européens se sont entendus sur l'autonomie stratégique, sur des objectifs très concrets dans 6 secteurs critiques dans lesquels ils se sont accordés pour augmenter les capacités de production, l'autonomie de l'Union européenne dans ces domaines. Et ça, c'est vraiment à la fois une révolution conceptuelle, politique, et c'est aussi un gage que cette politique que nous avons menée en France sera durable puisqu'elle s'inscrira dans un cadre européen. On va passer maintenant au côté industriel, recentrant un peu plus. Donc on arrive sur l'aéronautique et la défense, spécifiquement. Donc chez Safran, comment vous voyez ça, l'évolution obligatoire? Alors Safran étant un groupe d'aéronautique et de défense, nous sommes d'abord contributeurs à la souveraineté française et européenne. Nous avons à peu près 20% de notre chiffre d'affaires qui porte sur les activités dites de défense. On est contributeur à la souveraineté française à travers notamment les moteurs d'avions de combat que nous maîtrisons de A à Z. Et effectivement, la France est maintenant le seul pays en Occident, en dehors des États-Unis, à être capable de faire un avion de combat de A à Z. Nous sommes également contributeurs sur des technologies qu'on appelle des technologies souveraines. Je vais vous donner un exemple très simple, c'est la navigation inertielle. La navigation inertielle, c'est une technologie qui permet à n'importe quel vecteur, que ce soit un avion, un bateau, une fusée, un missile, un sous-marin, de savoir exactement quelle est sa position sans avoir besoin du GPS. Et donc évidemment, c'est une technologie critique et la France n'aurait pas été en mesure d'avoir un programme de dissuasion nucléaire sans la maîtrise de ce type de technologie. Évidemment, il y a beaucoup d'autres technologies à maîtriser pour ça, notamment la propulsion nucléaire, etc. Mais là, c'est pareil. Nous sommes le seul pays en dehors des États-Unis à maîtriser intégralement ces technologies-là. Nous sommes également contributeurs à la souveraineté dans le domaine de l'espace, à travers notre participation commune avec Airbus dans Ariane Group. Et Ariane Group, c'est 2 choses. C'est à la fois dans le militaire le programme de dissuasion nucléaire, notamment dans sa composante océanique, les missiles balistiques, mais c'est également dans le domaine civil, le programme Ariane, et donc l'accès autonome de l'Europe à l'espace.
Donc étant contributeur évidemment de la souveraineté française et européenne, la souveraineté a toujours été au cœur de nos, de nos enjeux. Et donc les deux grands axes stratégiques pour Safran, alors vous allez me dire, aujourd'hui c'est ça peut paraître un peu banal, mais on l'avait formalisé déjà il y a quelque temps, c'est la décarbonation de l'aviation et la souveraineté. La souveraineté, qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Au-delà de notre contribution au programme de souveraineté française européenne, pour nous, ça veut dire deux choses en tant qu'industriels. C'est la souveraineté de notre chaîne d'approvisionnement et de notre chaîne de fournisseurs. Et donc, on a développé, et notamment on a accéléré ça depuis la guerre en Ukraine, on a développé une stratégie de résilience de notre chaîne de fournisseurs, prenant en compte la montée des tensions géopolitiques dans le monde. Et donc, on ne veut pas, à un moment donné, se retrouver dans une situation difficile parce que tout d'un coup, il y a une crise qui s'ouvre, comme celle qui a pu arriver le 24 février de l'année 2022. Donc, on a décidé effectivement de mettre en place un programme de résilience de notre chaîne d'approvisionnement et donc notamment de limiter notre dépendance à certains pays. Alors, je ne serai pas beaucoup plus explicite que cela, mais de manière, encore une fois, à être résilient, résistant à ces crises. Et ça, c'est très important. Alors, un exemple quand même que je peux donner, c'est notre décision, qui a été prise conjointement avec Airbus d'ailleurs, d'investir dans une société qui s'appelle Aubert et Duval. Alors pourquoi Aubert et Duval était une société que nous considérions comme stratégique ? Pour deux raisons en fait. La première, c'était de bâtir des alternatives au titane russe, parce qu'effectivement, la Russie approvisionnait significativement en titane la filière aéronautique européenne, 50% quand même, au début de l'année 2022. Donc on a pris les mesures nécessaires pour augmenter notre résilience. Donc on a constitué des stocks et on a développé donc des sources alternatives. Et effectivement, Aubert et Duval jouera un rôle là-dedans pour développer des gammes, notamment des gammes de forges alternatives. Donc le titane, c'est un exemple. Et puis les superalliages, c'est également un autre exemple. Pourquoi ? Parce que si on veut maîtriser les moteurs d'avions de combat de demain, donc là je parle par exemple du moteur du SCAF, il faut qu'on soit capable d'améliorer la performance, d'avoir une feuille de route technologique pour améliorer la performance de ces moteurs par rapport aux moteurs existants. Et ça passe notamment par la maîtrise des parties chaudes du moteur et la maîtrise d'une élévation du niveau de température à l'intérieur du moteur, à l'intérieur des parties chaudes du moteur. Et ça nécessite de la part du motoriste d'avoir un partenariat assez profond avec ce qu'on appelle un élaborateur de matériaux. Et les élaborateurs de matériaux, c'est généralement des forgerons. Et en fait, Aubert et Duval est le seul élaborateur de matériaux en dehors des États-Unis. Donc, si cette société, pour une raison ou pour une autre, était rentrée dans une difficulté qui l'aurait amené à mettre à risque en fait son existence, eh bien, ça aurait eu un impact sur notre niveau d'autonomie dans le domaine de l'aviation de combat. Parce que si, à la fin des fins, pour un matériau, la disponibilité d'un matériau, vous devez aller demander l'autorisation à tel ou tel capital, vous n'êtes plus autonome. Donc, souveraineté de la supply chain et souveraineté technologique aussi, parce qu'à la fin des fins, pour être à l'état de l'art dans le domaine de l'aéronautique, vous devez évidemment investir énormément dans les technologies. Et ça, les technologies sont fondamentalement assez semblables entre le civil et le militaire. Et donc, nous avons une stratégie pour cultiver en fait nos racines technologiques. Donc, pour moi, souveraineté, pour nous, Safran, souveraineté, ça veut dire chaîne d'approvisionnement d'une part et technologie d'autre part. Et on va passer maintenant à côté de l'argent, finalement le financement de la loi de programmation militaire. J'ai vu que vous trouviez qu'elle était louable, mais qu'il fallait quand même aller un peu plus vite. Bonjour à tous. Effectivement, donc le Sénat a commencé l'examen de la loi de programmation militaire. En fait, nous ne l'avons pas commencé cette semaine, mais depuis
depuis déjà un certain nombre de mois. Nous avions été sollicités par le ministre pour participer à des groupes de travail de 80 ou 90 personnes. Nous n'avions pas accepté ce mode de travail et donc je me suis entouré, ayant été désigné comme rapporteur de ce texte qui porte sur la bagatelle de 413 milliards d'euros jusqu'en 2030, ce qui n'est pas une petite affaire. Je me suis donc entouré de mes rapporteurs budgétaires pour faire un travail d'approfondissement de ce texte. Alors, en regard avec la thématique que vous évoquez aujourd'hui, la souveraineté, la défense, finalement, c'est le moyen pour un État, un des moyens pour assurer sa souveraineté. Un État qui se veut indépendant et souverain, c'est un État qui est libre de ses choix, de son modèle économique, politique, social, de sa défense des libertés ou d'autres valeurs. Il y a toutes sortes d'États souverains dans le monde, ils ne sont pas tous recommandables, mais on essaye en tous les cas, en ce qui nous concerne, de donner à notre pays, et lui-même inclus dans un continent européen, on aura l'occasion d'en reparler, les moyens d'assurer sa souveraineté, puisque nous ne vivons pas dans un monde de bisounours et qu'il convient d'assurer la sécurité de nos frontières, de nos populations. Et donc ça, c'est le rôle de la défense, c'est le rôle des armées. Et alors là-dedans, qu'est-ce que fait le Parlement ? Le Parlement, dans un régime présidentialo-parlementaire, le Parlement a le rôle important de contrôler l'État pour savoir si l'État se donne à lui-même, en quelque sorte, les moyens de sa souveraineté. Et quand je dis se donne, c'est évidemment à nos forces armées, mais aussi à nos industriels. Jean-Claude Andriès vient d'évoquer toutes les contraintes, toutes les nécessités qui se posent. Et donc, nous sommes, comme vous l'avez dit, au cœur de cette séquence, puisqu'elle n'arrive pas tous les ans. Bien sûr, tous les ans, nous avons le vote du budget. Et chaque année, on peut regarder comment l'État applique ses lois de programmation. Mais là, donc, nous sommes dans la phase d'élaboration de cette loi de programmation. Je rappelle qu'elle a été votée, du reste assez confortablement, par l'Assemblée nationale, à la suite d'un débat d'assez haut niveau. Certains avaient quelques craintes que les choses ne se passent pas si bien que ça. Et en fait, le débat était à un bon niveau. Alors, le Sénat, mes rapporteurs, qui sont de véritables limiers, qui sont les rapporteurs budgétaires sur plusieurs années, donc ils savent à peu près à la fois ce qu'il faut comprendre et lire, et puis ce que parfois on veut nous cacher. Donc on a essayé de comprendre ce qu'il y avait dans ce texte de 413 milliards qui va quand même qui va nous solliciter, nous les contribuables, c'est de l'argent public, qui va être mis au compte de nos forces armées et de nos industriels. Ça peut paraître énorme, évidemment, et j'ai déjà vu des comparaisons qui ne valent évidemment pas raison. On dit, ah oui, c'est ça, vous allez dépenser 413 milliards, mais vous avez refusé 16 milliards pour les retraites. Alors évidemment, ça n'a strictement rien à voir, puisque là, c'est une somme qui s'étale sur plusieurs années. Il faut le regarder dans ces termes. Et puis, il faut comprendre aussi que la sécurité a un prix. Et je pense que c'est donc bien que le Parlement le contrôle. Alors, qu'est-ce que l'on a trouvé dans cette LPM ? À grands traits, essayer de prendre 3-4 points pour bien nous faire comprendre. D'abord, un effort considérable, et il faut en rendre hommage au président de la République qui l'a voulu et au gouvernement, mais au président de la République, un effort considérable sur le plan budgétaire, puisque je rappelle que la loi de programmation militaire actuelle qui devait se terminer en 2025 était à 295 milliards. Donc 413 milliards, c'est bien plus de 100 milliards de plus. Et vous conviendrez que dans les temps de grande tension budgétaire que notre pays connaît, des difficultés économiques et financières, accepter de mettre une telle somme sur la table, c'est un effort considérable. Et si vous prenez la loi de programmation militaire qui est censée se terminer, qui commençait en 2018, et que j'avais moi-même rapporté à l'époque, et celle-ci, en fait, nous serons passés d'un budget de 39 milliards au début de cette loi qui se termine à 70 milliards, c'est-à-dire que globalement, on a doublé le budget de la défense, le budget des armées. Je pense que ce chiffre doit marquer parce que ça montre quelque part, bien sûr, une volonté politique, mais ça montre surtout l'état de tension qui secoue le monde et auquel nous devons faire face, et la nécessité pour un pays d'importance moyenne de se protéger lui-même. Donc, premier point, un effort tout à fait conséquent. L'idée, c'est pas fatalement de dépenser plus, bien évidemment, mais c'est de savoir ce que l'on va faire de cet argent.
Une fois cette constatation faite, la deuxième chose que nous avons repérée, c'est que malgré tout, dans cette loi de programmation, il y avait une forme de flou, c'est-à-dire un certain nombre d'enveloppes portant sur des sommes tout à fait considérables et qui n'étaient pas précisées. Alors vous me direz, mais ça tombe bien, parce qu'une loi de programmation, par définition, dans un monde instable, dangereux, eh bien, il vaut mieux se laisser de la souplesse, parce que je pense que personne ici, dans la salle et bien au-delà, n'est capable de dire dans quel état sera le monde, dans quel état sera notre propre sécurité en 2027, en 2029, en 2030. Et on sait en vérité pas tout à fait bien ce qui se passera, ne serait-ce qu'à la fin de cette année. Donc, de la souplesse, oui, mais pas pour obturer un certain nombre de choix. Je prends un exemple, par exemple, nous trouvons une enveloppe assez rondelette consacrée aux drones, 5 milliards. Alors évidemment, le Parlement dit « Ah bon, il y a quoi derrière les 5 milliards ?» 5 milliards, c'est quand même beaucoup d'argent. Donc on a mis en place une méthode, on a adressé un questionnaire écrit au ministre qui a dû répondre à 82 questions et qui continue à y répondre. Ah oui, non mais on ne plaisante pas au Sénat. Et donc on a été fouillé dans les détails, non pas pour, encore une fois, tout savoir, puisque cette loi de programmation doit pouvoir programmer, et je reviendrai un instant sur le contrôle parlementaire, mais en tous les cas, pour nous dire où est-ce que l'on va. Et on a constaté une sorte de paradoxe, au sens où 100 milliards de plus sont sur la table, et pourtant, on voit toute une série de programmes qui ne cessent de diminuer, de se contracter. Alors par exemple, dans la précédente loi de programme, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais enfin, bon, sur la précédente loi de programme, priorité avait été donnée au programme Scorpion qui devait révolutionner les véhicules blindés qui sont évidemment essentiels à notre armée de terre. Et puis là, on s'aperçoit d'un coup de freinage très important sur le programme Scorpion. Alors, on pose la question de savoir pourquoi. Sur les hélicoptères HIL, les hélicoptères interarmes, qui étaient une grande priorité, on passe de 167 à 20. Alors, on se dit, ah bon, comment vous faites pour passer de 167 hélicoptères à 20 hélicoptères ? Donc, vous voyez, il y a beaucoup de questions qu'il convient de poser. Et en fait, à mon sens, ce qui a perturbé la préparation de cette loi de programmation militaire, c'est le fait que, normalement, une loi de programmation, elle est précédée par au moins un document très important, un livre blanc quand on a le temps, et une revue stratégique. Une revue stratégique, c'est une revue qui consiste à identifier l'ensemble des menaces. En effet, pour avoir une armée qui soit bien opérationnelle, encore faut-il savoir à quelles menaces nous devons faire face. Et la revue stratégique, j'espère que les rédacteurs ne sont pas dans la salle, mais enfin on peut dire que la revue stratégique a été un document, on va dire, assez comprimé, assez modeste par rapport à la situation qu'il convenait de décrire. Et donc, les relations franco-allemandes étaient traitées en 2 lignes et demie, ce qui fait que, pour parler du SCAF et du MGCS, ça nous paraissait quand même un tout petit peu court. Enfin bon, il y avait quand même plusieurs exemples comme ça. Et nous regrettons qu'il n'y ait pas eu cette revue stratégique qui aurait bien identifié à quelles menaces on doit faire face. En d'autres termes, je crois que la question qui se pose à nous en matière de défense, elle est très simple, elle se pose en une seule question. Quel modèle d'armée voulons-nous ? Quel modèle d'armée voulons-nous ? À la hauteur de nos moyens budgétaires, par rapport à notre rôle dans les alliances, l'OTAN, l'Union européenne, avec lequel nous avons des coopérations dans le domaine de la défense sur un certain nombre de pays. Et je pense que la revue stratégique, un peu plus fouillée, eût permis de bien comprendre quelles étaient les menaces auxquelles nous devions répondre et quelles sont celles auxquelles nous devons répondre maintenant. Moi, je me souviens, il y a 6 ans, c'était l'arc de crise avec le terrorisme, enfin, qui allait de la Mauritanie jusqu'au fin fond de l'Orient et même en Indonésie. Or, maintenant, les grands changements, c'est qu'un pays membre du Conseil de sécurité et co-signataire de la Charte des Nations Unies attaque son voisin, qui est un pays souverain, en l'occurrence. Bon, alors évidemment, ça change beaucoup les choses, et ça fait de quelqu'un avec lequel on était censé travailler, quelque part un agresseur, en tous les cas, un pays avec lequel nous allons avoir beaucoup de difficultés, et nous en avons maintenant. Donc, si vous voulez, voilà un petit peu pour la méthode. Donc, à la fois un budget très important, mais aussi des éléments qui posent question. Alors pourquoi un certain nombre de programmes ont-ils diminué ? Vous m'arrêtez si je suis trop long, parce que 413 milliards, je peux parler longtemps. Et donc, pourquoi ? Alors, il y a des raisons de fond. Alors, d'abord, il y a une raison financière, cher ami du ministère de Bercy, c'est qu'on prévoit, tenez-vous bien, entre 30 et 60 milliards mangés par l'inflation. L'inflation n'existait pas il y a quelques années. Et on prévoit donc que sur 413 milliards, 30 à 60 milliards
seront absorbés par l'inflation. C'est pour ça que vous proposez d'aller plus vite et de dépenser plus vite. Voilà, absolument. Je vois que vous avez bien lu nos communications. Je trouve que c'est une excellente idée de faire ça. Voilà, c'est ça. Donc, le jeu de l'inflation, et puis bien évidemment, la France, depuis longtemps, fonctionnait avec des matériels très anciens. Les AMX-10, dont on fait grand cas, c'était des matériels qui dataient de plusieurs dizaines d'années. Les Alouettes, enfin, c'était des programmes qui avaient été décidés par le général de Gaulle. Donc, et les Pumas, etc., tout ça, c'est des matériels anciens. Et donc, quand on les remplace par des matériels beaucoup plus performants, les prix des industriels sont un peu plus élevés. Et donc, tout ça coûte beaucoup d'argent. Et donc, on essaye de comprendre les mécanismes. Et de ce fait, donc, on a demandé, comme vous venez de le suggérer, je terminerai là pour ce point, on a simplement demandé au ministère de séquencer les dépenses de la loi de programmation de manière plus rapide, parce que c'est en ce moment qu'on est, non pas en guerre, mais en tous les cas en très grande tension. C'est en ce moment qu'on fournit beaucoup d'armement à l'Ukraine. Et donc cet armement, si on était dans un conflit de haute intensité, il nous manquerait quand même. Même nos vieux AMX, ils tournaient encore. Et donc ça pose un véritable problème. Et c'est maintenant que l'on veut redresser nos forces armées, dont je dois à la vérité de dire que pendant 25 ans, tout gouvernement de droite et de gauche, donc on est tous collectivement responsables, ont éreinté les forces armées. À chaque fois, les ministres du budget prenaient sur les budgets des armées. Pourquoi ? Pour une raison bien simple, c'est qu'on était dans 75 ans de paix et qu'il n'y avait pas de ministre du budget pour dire « Tiens, j'ai eu une bonne idée, je vais mettre 800 millions pour acheter des munitions qui, dans 5 ans, deviendront périmées et que je serai obligé de remplacer. » Donc, vous voyez que, en fait, la guerre d'Ukraine, elle a changé les logiciels et qu'on est véritablement obligé de s'adapter à un nouveau monde, à de nouveaux concepts, et qu'il faut que cette loi de programmation militaire, non seulement nous prépare tout de suite et au plus tôt possible maintenant, mais fasse en sorte qu'en 2030, on ne soit pas trop exposé à des menaces dont on s'aperçoit qu'elles peuvent venir de pays qui précédemment étaient des pays amis. On va passer tout de suite parce que j'allais vous demander quelles sont les priorités, mais j'ai bien compris qu'il n'y avait pas de priorités, elles ne sont pas définies. Et est-ce que pour les industriels, est-ce que c'est gênant pour un industriel de ne pas savoir quelles seront les priorités ? Je voudrais donner un exemple, c'est l'exemple des drones, où vous avez fait un drone et puis on s'est fait avoir par les autres. C'est à Jean-Claude André. Oui, pour drone, oui. Non, on ne peut pas dire qu'on ne voit pas les priorités. Il y a quand même des priorités assez claires par grands segments qui ont été affichés, notamment sur le cyber, sur le spatial et sur les drones. Bon, après, effectivement, moi, je n'ai pas le détail des 5 milliards dont parlait M. Cambon sur les drones, mais ce que je peux vous dire, c'est que la guerre en Ukraine a clairement démontré que nous avions collectivement un retard en France sur les drones et en Europe sur les drones, et que c'était important d'accélérer sur ce plan. Alors, il se trouve que nous, on a développé un drone tactique, en fait, qui s'appelle le Patroller, pour lesquels, en fait, la demande, à l'époque, avait été de faire un drone de reconnaissance. C'était un drone de reconnaissance, de renseignement, en quelque sorte, qui est important pour les forces armées sur le théâtre d'opération. Et donc ce drone, ça y est, on arrive au bout, il est maintenant certifié. Donc ça c'est important, on a franchi une étape et donc on va livrer le premier système de drone aux armées françaises cet été. Voilà. Et donc, ce qui est très très bien, c'est que la loi de programmation militaire a décidé d'augmenter, là pour le coup, la cible de drones patrouilleurs. Je parle des patrouilleurs, c'est pour Safran. Donc cette cible a été augmentée à 28 drones. Donc c'est pas encore des chiffres colossaux, on parle pas de centaines de drones, mais on parle déjà de 28 drones. Et surtout, là aussi, leçon retenue de ce qui se passe là-bas en Ukraine, c'est qu'aujourd'hui, il y a une ouverture pour développer de nouvelles versions de ce drone, et notamment un drone armé. Alors que, effectivement, avant la guerre en Ukraine, c'était quelque chose qui n'était pas vraiment sur la table. Et donc, on a eu beaucoup de discussions, mais globalement,
l'ensemble des industriels avec le ministère des Armées sur cette loi de programmation militaire, et notamment le souci d'aller vers une économie dite de guerre, c'est-à-dire en fait de pouvoir répondre plus rapidement aux besoins des armées. Donc ça passe par des constitutions de stock amont, évidemment, et aussi pour développer des produits plus rapidement, de manière plus agile. Et ça aussi, ça passe quelque part par un changement de logiciel, en se disant, au fond, et ça c'est un dialogue entre le client militaire et l'industriel, c'est quoi le juste besoin au fond ? C'est quoi le juste besoin ? On n'a pas forcément besoin d'avoir la machine qui est ultra performante dans tous les compartiments du jeu. C'est quoi le juste besoin ? Parce que c'est ça qui, à la fin, est le facteur. C'est le facteur de coût, évidemment, et c'est le facteur de cycle aussi, de temps. Donc si, effectivement, on est capable de définir le juste besoin, on est capable de développer plus vite et à moindre coût. Et donc, on s'est d'ailleurs porté candidat pour une opération là-dessus, sur justement le développement de nouvelles versions du patrolleur, et notamment d'un patrolleur armé. C'est toujours le financement qui est en question pour la souveraineté. Est-ce que vous devez être extrêmement sollicité, je pense, et est-ce qu'il y a des domaines stratégiques que vous avez soutenus et que vous soutenez au nom de la souveraineté ? Oui, je pense qu'on a trois grandes priorités dans cet effort de souveraineté économique. Le premier, c'est effectivement de bien identifier les secteurs les plus critiques. J'en ai cité un certain nombre tout à l'heure. On peut en citer d'autres, notamment dans le numérique. Et on a des travaux, par exemple, avec Airbus sur les réseaux télécoms du futur, sur les bulles tactiques. On a des travaux avec un certain nombre d'acteurs du secteur sur le métavers industriel. Donc, au-delà de tous les secteurs que j'ai déjà cités tout à l'heure et que je ne rementionne pas. Donc, première priorité, c'est des secteurs dans lesquels on va concentrer un effort particulier pour accélérer le développement de l'offre et rester dans la compétition ou anticiper cette compétition internationale. La deuxième priorité, c'est gagner par l'innovation. Et ça, on le fait selon deux axes. Un premier axe qui est de s'appuyer sur les très grands groupes internationaux qui seuls peuvent relever un certain nombre de défis. Et pour parler de l'actualité que vous citiez de ce matin, de la visite du président chez Safran ce matin, l'annonce des montants qui sont dédiés donc à la R&D aéronautique, qui sont sans précédent si on met de côté la période de crise extrême que le secteur a vécue entre 2020 et 2023. On a donc un effort de 300 millions d'euros qui va soutenir la R&D, notamment pour l'avion ultra frugal, qui est le grand défi de 2035 et qui va nécessiter un très grand nombre d'innovations. Et puis cette innovation, on veut aussi l'appliquer à travers des nouveaux acteurs, des acteurs émergents qu'on fait entrer sur le marché. C'est l'un des objectifs du grand plan d'investissement France 2030. Et dans quelques jours, on annoncera par exemple qu'on soutient des startups qui développent des avions électriques batterie kérosène, des avions hybrides batterie kérosène, des avions hybrides hydrogène kérosène, ou d'autres types d'innovations de l'aéronautique qui sont des startups, des nouveaux acteurs et qu'on veut aussi soutenir dans cet effort d'innovation. Dans l'espace, c'est la même chose. On a bien sûr un soutien massif aux grands programmes européens et à côté, un soutien aux acteurs émergents. On soutient actuellement 4 startups, 2 micro-lanceurs qui pourraient tirer entre 25 et 26. Et puis la troisième priorité, c'est... Et Olivier Andriès l'a mentionné tout à l'heure, c'est la résilience. Cette résilience, elle est au cœur de notre stratégie de souveraineté, je l'ai dit tout à l'heure, et tout ce qu'on fait sur les matériaux critiques, sur l'électronique, c'est aussi des efforts de résilience, sur tout ce qui concerne la sécurité d'approvisionnement en fait, du reste de l'économie. Et puis, on a d'autres enjeux de résilience, comme la cybersécurité, à la fois avec une logique de souveraineté dans laquelle on soutient les acteurs français qui sont capables d'apporter des offres de solutions de cybersécurité et en même temps, on accélère le déploiement des solutions de cybersécurité en particulier chez les sous-traitants, puisque les grands groupes ont moins besoin de notre aide pour ça. Et on a en particulier un programme qui s'appelle Cyber PME qui va, pour à peu près 300 PME du secteur aéronautique défense, les aider à installer des systèmes de cybersécurité extrêmement profonds, donc pas juste une solution, mais une vraie sécurisation cyber. Et ça, c'est évidemment essentiel pour toute la filière d'avoir cette résilience, notamment chez les sous-traitants.
Donc là, on est en France, et si on parle de coopération européenne, il y a quand même 3 conditions pour avoir une coopération européenne. Il faut avoir une vision politique commune des gouvernements. Il faut une architecture industrielle où ce soit le meilleur qui fasse le produit et que ce ne soit pas réparti. Et la 3e condition, c'est une harmonisation des besoins opérationnels. Je voulais savoir, vous, ce que vous en pensez, chacun à votre poste. Déjà, pour une coopération industrielle intense en matière de défense, il faut qu'on soit bien d'accord sur les objectifs. La coopération franco-allemande, qui fait l'objet depuis de longues années de déclarations tonitruantes, est beaucoup plus complexe qu'on peut l'imaginer. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que déjà, la vocation, la pratique de l'armée allemande comparée aux armées françaises, c'est une pratique très différente. L'Allemagne a évidemment des raisons historiques à avoir pris des précautions vis-à-vis de son armée, mais ceci, 75 ans plus tard, a toujours des conséquences au sens où les armées françaises ont par exemple une capacité de projection. Nous sommes intervenus dans de très nombreux, sur plusieurs continents, sous mandat des Nations Unies, la quasi-totalité du temps. Il suffit de se souvenir ce que l'on a fait en Orient, ce que l'on a fait évidemment au Sahel, ce que l'on fait maintenant en Roumanie, dans les pays baltes. La pratique de l'armée allemande est tout à fait différente. Il faut savoir que pas une cartouche de l'armée allemande n'est tirée sans une autorisation du Bundestag. Évidemment, tel n'est pas le cas en France, où le président Hollande, à l'époque, a, à mon sens, à fort juste titre, pu décider en une après-midi de lancer les forces armées pour contrer l'arrivée des djihadistes sur Bamako. L'Allemagne n'aurait pas pu faire une pareille opération. Et c'est bien ce qui fait du reste le crédit des forces françaises, y compris aux yeux de nos principaux alliés, je pense notamment aux États-Unis, c'est effectivement cette capacité de réaction, de projection qui est tout à fait exemplaire. Alors, après, coopérer. Tout ceci a des conséquences. Quand on parle du projet d'Eurodrone, très intéressant. Alors déjà, il faut parler avec le Bundestag, parce que c'est pas, contrairement à ce qu'on croit, en Allemagne, c'est pas le chancelier qui décide de tout dans cette affaire. Mais nos collègues allemands ne nous l'ont pas envoyé dire. Donc on sait très bien que c'est au sein du Parlement allemand que se décident ces affaires. Bien. Alors, prenez l'exemple de l'Eurodrone. Nos amis allemands recherchent un drone pour protéger les grandes conurbations allemandes, pour assurer la sécurité du ciel. Et donc, évidemment, ça nécessite un Eurodrone qui pèse un peu lourd, qui est doublement motorisé, qui a des dispositifs de détection urbains. Et les Français, qu'est-ce qu'ils veulent ? Si on tient compte des champs d'opération dans lesquels nous sommes projetés, nous, on veut quelque chose de plus léger, de plus rapide, de moins lourd pour aller sortir des groupes de terroristes dans le Sahel ou bien effectivement intervenir sur les opérations internationales dans lesquelles on est sollicité. Donc si vous voulez, si vous avez 2 clients et que les 2 clients ne sont pas d'accord, vous voyez la forme que peut avoir la voiture et en l'occurrence que peut avoir l'objet. Et donc il y a beaucoup de difficultés. De la même manière, mais ça c'est pas à moi d'en parler, il y a une confrontation industrielle très forte, notamment sur le SCAF. Notre ami le président Trappier n'est pas là, mais il pourrait en dire long évidemment sur la confrontation qui existe entre Airbus Espace, qui est, la branche allemande d'Airbus, et puis bien sûr Dassault qui, ce que l'on peut qu'approuver, souhaite protéger son savoir-faire, ce qu'on appelle la boîte noire, le pilier 1A, si je ne me trompe pas. Coopérer, c'est bien, mais il faut d'abord qu'il y ait une volonté politique. Je crois qu'elle l'était. Mais il faut après que les industriels s'entendent. Et pour ma part, je pense que l'accord entre les industriels est ô combien plus important que l'accord entre les industriels, que l'accord entre les pouvoirs publics. Après, c'est assez facile de boire des coupes de champagne et de dire que le couple franco-allemand marche très bien. Mais en fait, c'est pas exactement comme ça que les choses se passent. Parce que pour la souveraineté, notamment, il faut des grands groupes industriels face aux grands groupes américains, j'imagine. Et l'Europe, est-ce que l'Europe manque de ces grands groupes ? Et comment est-ce que vous voyez, si vous imaginiez le futur, est-ce que vous imaginez qu'on puisse faire des grands groupes industriels ? D'abord, je crois que c'est un fait que de dire que la manière dont la France appréhende le sujet de la souveraineté n'est absolument pas partagée par les autres pays européens. Et ça, c'est quand même une réflexion, une observation de base.
Quand vous parlez aux pays baltes, aux pays d'Europe du Nord, aux pays d'Europe de l'Est ou même à l'Allemagne, le sujet de souveraineté ne leur parle pas. Ce qui compte pour eux en termes de sécurité, c'est l'OTAN et c'est la protection américaine. Et bon, on peut en débattre, etc., mais on peut les comprendre compte tenu de la proximité qu'ils ont avec un pays qui s'est révélé être un pays agresseur. Donc ça, c'est quand même un sujet de base. Et il en ressort, il y a beaucoup de conséquences à cela. On n'a pas du tout la même vision de ce que ça veut dire en termes technologiques, de ce que ça veut dire en termes de supply chain, de ce que ça veut dire en termes de partenariat, de ce que ça veut dire en termes de contrôle export. Parce que l'un des éléments de souveraineté de la France, qui a été quand même un élément important de notre succès dans le domaine de la défense. Les Américains, d'ailleurs, sont admiratifs de ce qu'on a réussi à faire depuis le général de Gaulle, avec un modèle d'armée assez complet, avec des budgets qui sont, somme toute, sans rapport avec ce que les Américains ont comme budget. Donc, ils sont assez admiratifs, mais notre modèle repose sur, en fait, des spécifications des demandes qui sont faites par les forces armées françaises, par le client français. On développe des produits et après ça, on l'exporte. Et on l'exporte dans des pays qui sont des pays partenaires pour lesquels il y a des partenariats d'État à État. Et ce ne sont pas forcément des pays qui sont dans l'OTAN. Et donc, vous voyez, l'appréhension, l'appréciation d'un contrôle export qui serait, je dirais, une autorisation d'exporter uniquement dans des pays de l'OTAN, par exemple, qui était d'ailleurs un des points importants de la coalition allemande, est un sujet difficile parce que, quelque part, ça mettrait en danger le modèle français. Et donc, c'est pour ça que la France tient, évidemment, en termes d'autonomie, de souveraineté, à conserver la maîtrise du contrôle export sur ces produits militaires. Voilà. Et là encore, on n'a pas forcément la même appréciation. Alors après, en termes industriels, effectivement, et il y a eu des exemples dans le passé qui ont montré que si on ne respectait pas certains principes, on pouvait aller au-devant de grandes difficultés. Il y a un principe fondamental, c'est le principe du meilleur athlète. Voilà. Et le principe du meilleur athlète, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans le domaine de l'intégration et la maîtrise de l'avion de combat, aujourd'hui, le meilleur athlète en Europe, il s'appelle Dassault. C'est quand même la réalité. C'est le seul qui a prouvé depuis 50 ans être capable de concevoir et de développer des avions de combat de A à Z. Voilà. Et dans le domaine des moteurs d'avions de combat, c'est Safran. Voilà. Alors, après ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours reconnu a priori par nos partenaires européens, qui ont l'ambition à travers ces programmes de remonter en compétences, évidemment. Alors, ils ne le disent pas, mais ils savent très bien que côté français, on a un coup d'avance. Et donc, l'ambition, c'est de remonter en compétences. Mais est-ce que le programme en coopération, il est fait pour avoir le meilleur produit avec une maîtrise par un meilleur athlète, avoir le meilleur produit qui répond le mieux aux besoins et de la manière la plus efficace possible, ou est-ce que c'est juste quelque chose qui permet je ne vais pas dire au plus faible, mais à celui qui n'a pas le même niveau, de remonter à un niveau équivalent? C'est ça la question. Et là, les appréciations ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais bon, je crois que sur l'affaire du SCAF, Dassault a très bien défendu ses intérêts. Nous avons défendu nos intérêts de notre côté. Il y a eu une discussion difficile avec nos partenaires allemands en 2019, mais après ça, les lignes claires ont été posées. Et donc, on a préservé ce qui nous paraissait essentiel pour nous. Alors après ça, est-ce que l'avenir est à des grands conglomérats industriels européens? C'est vrai qu'il y a eu toute une période de l'histoire où on a vu des groupes industriels européens se former. Je pense qu'on ne peut que se féliciter en Europe d'avoir Airbus. Guillaume Faury n'est pas là, mais quand même, on a un groupe d'aéronautique qui est leader mondial, donc on ne peut que s'en féliciter. On a réussi à faire la même chose dans d'autres domaines. On a européanisé les satellites. On a créé un groupe européen dans le domaine des missiles. Voilà. Je sens quand même qu'aujourd'hui, c'est plus difficile. Je sens qu'il y a quand même une montée dans un certain nombre de pays en Europe d'enjeux qui sont considérés comme des enjeux nationaux, plus qu'européens. Je pense que c'est plus difficile aujourd'hui d'avancer sur ce type
d'opérations que ça ne l'était il y a une dizaine d'années. C'est une appréciation, hein. D'autres pourraient ne pas être d'accord, mais je pense que c'est plus difficile. Voilà. D'ailleurs, je constate aussi, Éric Béranger n'est pas là, mais quand on regarde MBDA, par exemple, on a créé un grand groupe européen de missiles, mais il se trouve que se sont créés notamment en Allemagne, un groupe missilier allemand. Alors même que l'Allemagne a contribué à la création de MBDA à travers l'apport des activités à l'époque de ce qu'on appelait Dutch Aerospace qui avait fusionné avec l'aérospatiale pour faire Airbus. Donc vous voyez, c'est assez complexe comme et on le voit dans le paysage. spatial aujourd'hui aussi. Dans le spatial, on le voit. Et on le voit dans le spatial aussi. Et c'est vrai que, il faut le regretter, c'est qu'il y a des tentations centrifuges. Alors que l'Europe spatiale a fait un parcours magnifique depuis 50 ans. C'est vrai qu'on est collectivement challengé par SpaceX, faut le reconnaître, qu'on a collectivement à l'époque sous-estimé la menace et la compétitivité de SpaceX. C'est vrai qu'en plus, on est confronté à une accumulation de faits qui font que, malheureusement, pendant quelques mois, l'Europe n'aura pas d'accès autonome à l'espace, parce qu'entre la fin d'Ariane 6 et le premier vol, la fin d'Ariane 5 et le premier vol d'Ariane 6, il se passera un certain nombre de temps. Tout cela est vrai, mais on constate qu'il y a des velléités, j'appelle ça des velléités centrifuges en Europe, et ça, c'est malheureusement pas très bon, parce que imaginez qu'on puisse se maintenir à un très bon niveau de concurrence par rapport aux États-Unis en jouant national plutôt qu'européen, je crois qu'on se trompe lourdement. Oui, peut-être en complément et pour montrer que la situation est très contrastée. D'abord sur la question de la souveraineté, et votre première question c'était la condition politique de la souveraineté. Je pense qu'il y a sans doute un écart entre la souveraineté européenne ou l'acceptation politique de la souveraineté européenne dans le domaine de la défense et dans les autres domaines. Et je partage avec Olivier Andriès le fait que dans le domaine de la défense on en est loin. Je pense que dans les autres domaines on a fait beaucoup de progrès. Je mentionnais tout à l'heure la présidence française, mais aussi très récemment dans la réponse européenne à l'IRA américain, dans le cadre du pacte vert, le principe à nouveau de l'autonomie stratégique a été réitéré, de cette volonté de souveraineté européenne a été réitérée. Donc je pense qu'il y a des domaines dans lesquels, hors défense, cette notion de souveraineté a fait beaucoup de progrès ces dernières années en Europe. Ensuite, ça se traduit par des coopérations industrielles très concrètes dans beaucoup de domaines d'ailleurs que j'ai cités, y compris avec, et c'est très nouveau, des régulations européennes qui ont pour finalité de mettre en œuvre des politiques industrielles, le CHIPS Act par exemple, le Raw Materials Act, qui sont des régulations européennes qui organisent des chaînes de valeur en Europe, y compris d'ailleurs pour des débouchés par exemple dans le CHIPS Act qui auront vocation à servir le secteur de la défense, donc le Raw Materials Act aussi servira la défense. Donc on voit qu'il y a aussi des coopérations industrielles très concrètes qui répondent quand même à cet enjeu de souveraineté européenne. Et puis ensuite, sur jusqu'où ça va, je pense que l'exemple de l'espace est un bon exemple illustratif, avec actuellement une situation là aussi assez contrastée où on est en train, je pense, de réussir un très beau projet européen qui est la constellation d'Internet haut débit depuis l'espace avec IRIS-2, et ça c'est un projet très européen en coopération. On a un consortium qui a répondu, qui rassemble le meilleur de l'offre européenne dans les constellations par satellite, et on a cette ambition d'être l'une des 5-6 constellations de très haut débit par satellite dans le monde. Et donc ça, c'est une très belle ambition qu'on mène de manière coopérative en Europe. Et puis dans le même secteur de l'espace, à côté, on a effectivement le secteur des lanceurs où avec, Olivier Andriès l'a très bien décrit, des forces centrifuges, en fait, on peut le dire, une forme de compétition larvée sur le leadership français, contre le leadership français de nos principaux partenaires européens. Et ce qui est intéressant, et ça rejoint le premier point d'Olivier Andriès, c'est que sur ce sujet des lanceurs, on a une France qui à la fois, alors peut-être par intérêt puisqu'on est leader, hein, mais aussi, je pense, par conviction, qui est le pays qui a déployé le plus d'énergie au niveau européen pour lutter contre ces forces centrifuges, ramener de la cohérence, de l'ambition commune européenne. Et c'est un assez bon exemple de ce qu'il nous reste à faire pour maintenir cette ambition européenne de coopération. Je crois qu'on va arriver à la fin. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Sinon, je vous demanderai à chacun
Un petit mot. On ne voit rien. Non, a priori, il n'y a pas de questions. Et donc, moi, je reviendrai pour conclure. Quel serait, en quelques mots, comment vous imaginez la souveraineté française dans 3-4 ans? Comment vous la voyez? Vous l'avez renforcée? Vous la voyez comment? Rapidement, parce qu'il nous reste 56 secondes, donc c'est assez... Déjà, je pense qu'on ne peut pas conclure une thématique sur la souveraineté française sans parler de la dissuasion, quand même, de dire un oui, mot. on en parle au début, juste en introduction, voilà, c'est vrai. Dans la loi de programmation militaire, le chiffre est arrondi, parce qu'on ne peut pas donner de détails, mais enfin 50 milliards vont être consacrés à la fois à la modernisation des lanceurs, à la nouvelle génération des SNLE et à tout le dispositif de communication. Donc je pense que c'est un élément essentiel. Pourquoi? Parce qu'en matière de souveraineté, en l'occurrence, seul le président de la République française est maître de la décision. Et si je le compare avec nos excellents amis britanniques, nos amis britanniques, quand leurs sous-marins quittent les bases écossaises, ils vont à Norfolk aux États-Unis charger les missiles. Donc on est évidemment dans une situation très différente. Voilà un exemple de vraie souveraineté pour la France. Non, la souveraineté française, elle ne peut pas être dans le monde d'aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il y ait de souveraineté à 100% sur l'ensemble des secteurs, donc il faut choisir ses combats. Ouais. Voilà, et donc il y a un certain nombre de secteurs critiques et de dimensions critiques qu'il faut absolument préserver pour conserver notre liberté d'action. La dissuasion nucléaire en est une, l'aviation de combat en est une, le spatial en est une, et je pense qu'il y en a beaucoup d'autres, évidemment. Les semi-conducteurs, Thomas en a parlé, c'en est une aussi. Les matériaux, etc., etc. Et à la fin des fins, il faut absolument, absolument conserver notre appétence pour continuer à être à l'avant-garde sur les nouvelles technologies. C'est ça qui est important, c'est de rester dans la course et de surtout ne pas ralentir. Oui, c'est aller au bout de tout ce qu'on a décrit sur cette réindustrialisation finalement qui va nous permettre d'atteindre cette souveraineté par l'innovation, par cet effort industriel. Et puis peut-être une dernière condition qu'on n'a pas mentionnée mais qui va être majeure et qui est un combat stratégique des prochaines années, c'est les compétences. C'est que cette ambition de souveraineté, on l'atteindra si on arrive à répondre à l'enjeu des compétences, de l'attractivité notamment dans l'industrie qui est un défi majeur, de la capacité à faire évoluer nos formations sur les métiers d'avenir. On a un programme actuellement sur le sujet mais l'enjeu est considérable. Et ça sera une condition nécessaire pour réussir à relever ce défi. Bien, écoutez, merci beaucoup et merci d'avoir pris le temps d'écouter. Bon après-midi.